9, 10, 11 et 12 coups. Minuit, Benjamin Rabier ne dort pas. Toujours très ponctuel, il quitte son atelier pour se rendre au marché des Halles, comme chaque soir depuis 20 ans. Les vérificateurs de marchandises pour la ville de Paris. Il s'avance vers le temple de la Mangeaille. La clameur montante et roulante des grandes halles l'envahit. Il croise les figures les plus pittoresques de ce marché de nuit. Les crieurs, chevillards, cabocheurs, gaveurs, marailleurs, vendeuses des 4 saisons, les 600 forts et autres petits métiers qui travaillent là. Benjamin Rabier scrute tous ces visages familiers pour la dernière fois. Les mains noircies des vendeurs de noix, l'odeur de poils grillés des lapins, celle plus âcre de la sueur des travailleurs, celle de l'humus, des fougères qui tapissent les étals. Il capte chacune de ces sensations pour en garder la saveur en mémoire. Ici, mademoiselle. Voilà, c'est bon, c'est dans la boîte. Il se faufile entre ce va-et-vient incessant de marchandises. Les colonnes de paniers vides tremblent sous les harangues des vendeurs. Benjamin Rabier se sent chez lui dans cet univers bouillonnant. Il a devant les yeux le ventre de Paris, où des milliers de mains s'activent et offrent chaque soir le spectacle de leur dur labeur. Attention, chaud devant, ça fond. Le pièce bien fraîche, derniers arrivages, messieurs, dames. Ce soir, Benjamin Rabier éprouve à la fois une sensation de mélancolie et de libération. Cela fait 20 ans qu'il mène une double vie, fonctionnaire la nuit et artiste le jour. À 46 ans, Benjamin Rabier a décidé de tourner une page de sa vie. Son œuvre colorée est à l'opposé de ce qu'il vit la nuit. Il est l'homme qui fait rire les animaux, le créateur de Tintin Lutin, Flambeau le chien, Gédéon le canard, et le créateur graphique de la vache qui rit. Nous avons tous dans un coin de notre mémoire quelques dessins de cet artiste hors norme. Caricaturiste, illustrateur, dramaturge, réalisateur de dessins animés, mais aussi affichiste, créateur de logos pour la publicité, de matériel scolaire, de mobiliers et jouets pour enfants. Benjamin Rabier est un touche-à-tout.
En toute liberté, il a révolutionné le dessin pour la jeunesse du XXe siècle, dans le silence et la solitude de son atelier. Ce qui pourrait caractériser le personnage de Benjamin Rabier, c'est peut-être l'adjectif paradoxal. Comme fonctionnaire, il évolue dans un univers très structuré, très hiérarchisé, très cadré. Et puis le jour, comme artiste, au contraire, il laisse libre cours à son imagination. Donc vraiment deux univers extrêmement différents. Autre paradoxe, Benjamin Rabier est quelqu'un de très innovant, très imaginatif dans son œuvre, et à la fois c'est un homme extrêmement casanier, très maniaque, qui déteste le changement et le désordre. Et puis, autre paradoxe, l'œuvre de Benjamin Rabier, les dessins pour enfants sont très empreints de morale, de moralité. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est un peu lâché, si on peut dire, en écrivant des pièces de théâtre, des vaudevilles extrêmement légers et lestes. Mais tous ces paradoxes témoignent de la complexité de Benjamin Rabier et le rendent très intéressant et attachant. Benjamin Rabier est né le 30 décembre 1864 à Napoléon-Vendée, qui prendra par la suite le nom de La Roche-sur-Yon. Il collectionne depuis son enfance des centaines de documents. Dans son atelier parisien, il découpe, trie, range, s'amuse à faire des classements. Tous les thèmes l'intéressent. Les animaux exotiques, les moyens de locomotion, les métiers, les artistes du théâtre et des spectacles en vogue, ou encore les images du vieux Paris. En 1869, la famille quitte La Roche-sur-Yon pour la capitale. Avec 2 millions d'habitants, Paris est la 3e ville du monde, derrière New York et Londres. Lorsque Benjamin Rabier débarque à la gare Montparnasse, la ville est un vaste chantier. Son père, menuisier, participe aux grands travaux d'urbanisation haussmannienne. La famille Rabier s'installe au but de Chaumont dans une pièce, sous les combles, sans le moindre confort. Elle subit le siège de Paris et la défaite de 1870 contre les Prussiens. Et comme si la famine ne suffisait pas, l'hiver cette année-là est rude. Cette plongée brutale dans un monde urbain et misérable, loin de la campagne sereine de ses premières années, est un choc qui laissera un goût amer au jeune garçon. Le siège de 1870 laisse la place à la Commune. Bien des années plus tard, Benjamin Rabier racontera cette période de sa vie. C'était pour moi une façon un peu pénible d'entrer dans la vie et d'y faire mon apprentissage. J'ai assisté au dernier soubresaut de la Commune. Barricades, fusillades, exécutions, inhumations. Je pensais à ce moment que toute la vie, ça allait être comme ça. En 1872, la famille s'installe dans le quartier de Montparnasse. Le jeune Benjamin Rabier fréquente l'école des frères chrétiens rue Falguière. Bon élève, il accumule les récompenses. En 1880, il remporte le prix de dessin de la ville de Paris. Cette récompense est assortie d'une bourse lui permettant de continuer ses études dans un établissement plus réputé. Mais son père se blesse et ne peut plus travailler. Ses parents n'ont plus les moyens d'assumer financièrement. Benjamin Rabier quitte l'école à 16 ans et commence à travailler. Il enchaîne les petits emplois. De cette injustice, il gardera toute sa vie une blessure ouverte. Il devient employé à la Caisse commerciale de Paris. Alors Benjamin Rabier a reçu la Légion d'honneur, il est rentré de son vivant dans le dictionnaire, et tout ça pour lui sont des signes importants. Cette reconnaissance, c'est quelque chose qui fondamentalement le touche, et il en a besoin, et ça s'explique en grande partie
par l'espèce de sentiment d'injustice qu'il a ressenti quand il était enfant. Il va essayer toute sa vie de compenser l'absence de connaissances qu'il ressent. Il va lire des dictionnaires, compulser des atlas. Bref, il va essayer d'acquérir une culture que sans doute il n'a pas reçue. Sur la butte Montmartre, les combats ont cessé et on a érigé la basilique du Sacré-Cœur pour expier les crimes des fédérés. Mais pas à pas, la République s'impose, les libertés et la laïcité ont d'ardents défenseurs, et Paris vit à présent dans le culte de la consolation. Le jeune employé arpente les rues après le travail. Il admire les grandes affiches en lettres géantes qui annoncent les réclames, les spectacles parisiens, les cabarets chansonniers de Montmartre et les numéros de cirque. Ce graphisme coloré très lisible et cet humour décalé attirent Rabier. Et le dessin dans tout ça ? Oh, le dessin m'intéressait, mais je ne me disais toujours pas « Mon ami, tu seras dessinateur ou tu ne seras pas ». Je n'avais à l'époque que la vocation de tout le monde qui est de s'abriter et de se nourrir. Pendant 4 ans, le gouvernement me tira d'affaire en m'offrant les douceurs de la caserne et de la gamelle. Benjamin Rabier part le 1er décembre 1885 au service militaire. La vie de la caserne est alors faite d'ennui et d'austérité. Je dus mon salut à nos officiers qui instituèrent un concours de dessin où je me distinguai. Mes copies de gravures et aquarelles de batailles glorieuses me valurent de gros compliments de la part de mes chefs. Par manière de récompense, je fus chargé de la surveillance de la bibliothèque militaire. Et comme elle contenait des albums de Daumier, Gavarni et Granville, je me mis à les transcrire à tour de bras. En 1889, son service militaire s'achève. Ses longues heures de copie lui ont inoculé le virus. Il sera dessinateur animalier. Cependant, ce rêve n'est pas encore réalité. Une opportunité se présente alors à Benjamin Rabier qui se révélera décisive. Il devient ouvreur dans un cirque et plonge dans un univers d'enchantement. Le cirque, sa ménagerie, ses clowns et acrobates, ses rois de la pantomime et du gag visuel, une ambiance joyeuse et festive sont autant de sources d'inspiration exaltantes pour le jeune dessinateur. Comme Toulouse-Lautrec, il assiste au numéro des duettistes Foutit et Chocolat. Et c'est ainsi que parmi ses premiers dessins publiés en 1892, on retrouve les 2 clowns plébiscités par le public dans les pages du Gil Blas illustré, un célèbre hebdomadaire. Le jeune illustrateur prend cela comme un encouragement. Donc Benjamin Rabier commence sa carrière de dessinateur à un moment extrêmement favorable, puisque à la fin du XIXe siècle, la presse connaît un essor considérable. Alors à la fois pour des raisons politiques, avec les lois sur la liberté de la presse, mais aussi des raisons techniques, avec des progrès très importants dans le domaine de l'impression et de la reproduction notamment. Et on estime à peu près qu'à la fin du 19e, il y a plus de 3000 journaux qui se sont créés à ce moment-là. Et dans le développement de la presse, donc à la fin du 19e, la presse illustrée tient une place tout à fait considérable pour une raison qu'on oublie un peu, c'est que beaucoup de gens à l'époque ne savent pas lire, hein, et que le dessin, l'illustration, permet d'avoir accès à une information sans forcément maîtriser la lecture. Et puis la deuxième raison, c'est qu'à ce moment-là, les gens ont un vrai besoin, une vraie soif de fantaisie, d'humour, de légèreté. Et donc l'illustration, le dessin, répond aussi à ce besoin. Je me mis sur la tête un grand chapeau mou. Je nouai autour de mon col une cravate lavalière et fis l'acquisition d'un carton à dessin. Après plusieurs essais, j'avais ma signature. J'étais enfin prêt à affronter l'effervescence du monde de la presse. Les hebdomadaires, le journal amusant, le pêle-mêle, puis le rire, lui donnent sa chance. Le trait de Rabier n'est pas celui d'un caricaturiste polémiste. Rond, souple, coloré, il s'inscrit dans une tradition d'illustration populaire
qui moque les mœurs de ses contemporains. Des scènes cocasses, des mines bonhommes, des farces qui épinglent parfois les travers d'une société inégalitaire, et surtout ces petites bêtes qui çà et là parsèment ses dessins font peu à peu sa marque de fabrique. Ce bestiaire souriant qu'il décline est inauguré dans cette planche où un chien vagabond s'amuse aux dépens d'un ivrogne un peu cruellement. Le cabot a l'air de sourire, un sourire d'animal qui imiterait l'homme, une expression imprévue, animée et très bouffonne. Quelques jours après la publication du dessin, le directeur du journal dit à Benjamin Rabier : « J'ai reçu des lettres de lecteurs qui ont trouvé très amusant votre chien qui sourit. Dessinez donc de temps en temps des animaux avec des expressions comiques. » Comme dessinateur, Benjamin Rabier, depuis ses débuts et vraiment jusqu'au bout, a toujours eu comme préoccupation majeure d'offrir un dessin extrêmement simple, extrêmement clair, extrêmement lisible. Alors ça passe par l'utilisation d'aplats de couleurs. Il y a beaucoup de paysages, notamment nocturnes, qui sont très, très beaux et très forts. Il y a aussi évidemment l'utilisation de la ligne, ce qu'on appelait la ligne claire, des dessins extrêmement clairs, extrêmement nets, bien dessinés, mais aussi dans le découpage de séquences qui était là aussi extrêmement logique, extrêmement clair, à la fois pour l'esprit et pour l'œil. Malgré ses débuts prometteurs, dans cet âge d'or de la presse illustrée, les salaires des dessinateurs restent dérisoires. C'est pourquoi Benjamin Rabier, dès ses débuts, est heureux de trouver un poste enfin stable de fonctionnaire de nuit. Ce qui lui permet de dessiner et de courir les salles de rédaction la journée où il côtoie les plus célèbres des caricaturistes et polémistes de l'époque. Il rencontre Stijn Lane, le célèbre auteur de l'affiche du chat noir, qui est l'artiste du peuple et des revendications sociales. Mais aussi Émile Cohl, l'inventeur du dessin animé et futur collaborateur, qui caricature alors ses contemporains. On reconnaît ici Toulouse-Lautrec. Assez rapidement, il devient un des illustrateurs les plus demandés par la presse pour enfants et adultes. Les lecteurs s'habituent à trouver dans les pages de leur journal favori le ton enjoué et moqueur de Benjamin Rabier, qui régulièrement évoque dans un clin d'œil cocasse le monde fermier de son enfance. Et toi, petite, comment s'appelle-t-elle ton institutrice anglaise ? Mais l'époque est à la férocité. Alors que Benjamin Rabier rejoint peu à peu le petit cercle des illustrateurs en vogue, la France est en pleine tempête de l'affaire Dreyfus, une crise politique et sociale sans précédent sur fond d'espionnage et d'antisémitisme. La révélation de ce scandale en 1898 par Émile Zola dans l'article de presse intitulé « J'accuse » suscite de violentes polémiques et la fièvre s'empare alors d'une presse influente, déchaînant les passions. Les revues satiriques, semaine après semaine, engagent un dialogue musclé par dessins interposés. Carandache raille une société déchirée jusque dans l'intimité de ses foyers. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé. Benjamin Rabier, quant à lui, a trouvé ses alliés. Chez lui, ce seront les animaux les plus impitoyables juges d'une humanité désolante et cruelle. Il surprend même en poussant au paroxysme de la noirceur son humour vif lorsqu'en 1902, le journal L'Assiette au beurre lui offre la possibilité de tremper sa plume dans le vitriol de la satire. Membres arrachés, empoisonnement, tête coupée, sang qui coule. En 15 planches, les animaux de Rabier lui servent de révélateurs et dénoncent l'imbécilité et la brutalité des humains. Il écrit un jour « Ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, c'est le chien ». Madame la baronne, c'est Mirza que je viens de surprendre, léchant les mains du maçon qui travaille dans le parc. Pauvre bête inconsciente, qu'on lui donne un vomitif. Et lorsqu'il s'adonne à la caricature, avec cette série de planches de 1908, c'est à nouveau avec la sympathie de son bestiaire aux contours raffinés qu'il esquisse le portrait des personnalités politiques et du spectacle d'alors. Clémenceau prend la forme d'un bulldog,
avant qu'on ne le surnomme le tigre pendant la Grande Guerre. Edmond Rostand voit son nez s'allonger tel Cyrano de Bergerac, et l'actrice Sarah Bernard se transforme en lionne. Dans la tendresse ou la cruauté, les animaux de Benjamin Rabier sont véritablement ses porte-paroles. Benjamin Rabier, dessinateur animalier, connu pour ça, qui a représenté des milliers d'animaux, ne les aimait pas beaucoup au quotidien. Il supportait assez peu d'avoir des animaux à côté de lui. Mais ce qui est spécifique chez Rabier, c'est que d'une part, il en a fait sa marque de fabrique, c'est sa patte à lui, et aussi parce qu'il les a humanisés. On l'appelait celui qui fait rire et pleurer les animaux. Donc avoir donné aux animaux une expression humaine, ça a été un apport considérable de Benjamin Rabier. Il faut une patience à nul autre pareille pour donner une expression drôle aux animaux. Passe encore pour le chien, mais faire rire une vache. J'ai passé des nuits blanches pour y arriver. Ceux qui ont connu Benjamin Rabier décrivent un bourreau de travail sans cesse enthousiasmé par les nombreux projets proposés par ses différents éditeurs. En effet, s'il publie plus de 6000 dessins de presse tout au long de sa vie, c'est dans un domaine parfaitement approprié à son talent d'animalier qu'il s'épanouit. Les albums illustrés pour la jeunesse. Il conçoit avec un soin tout particulier plus de 250 ouvrages, donne vie à tout autant de personnages inédits ou adaptés des plus célèbres fables et crée au fil des années un univers original où les animaux forment une véritable société. On y retrouve son humour, son affection pour le cirque ou la campagne, son goût de l'enseignement et d'une certaine morale. Et pendant plus de 40 ans, ses publications sont de véritables rendez-vous qui réjouissent des générations de petits lecteurs. Et cette œuvre colossale est inaugurée par un premier essai qui s'avère être un coup de maître. En 1898, Benjamin Rabier publie l'album qui s'appelle Tintin-Lutin. Et c'est vraiment une étape importante dans la carrière du dessinateur parce que c'est la première fois qu'un éditeur lui confie la réalisation entière d'un album. Il est le seul illustrateur de cet album et pour lui c'est une première. Alors Tintin, c'est le diminutif de Martin, qui est un petit personnage qui fait beaucoup de bêtises, mais regardons de près à quoi il ressemble, à la fois dans le dessin et dans le nom, ça nous rappelle évidemment le personnage que Hergé créera quelques années plus tard. Alors est-ce qu'il s'est inspiré du dessin et du nom de l'album de Rabier? Sans doute. Tintin-Lutin est un personnage très proche du personnage d'Hergé. Tintin-Lutin a une petite houppe, n'est-ce pas, qui remonte comme celle de Tintin. Et puis, il a des pantalons de golf. Il est accompagné d'un chien. Et puis, il a un visage rond, lunaire. Et puis, sans doute, est-on frappé par l'introduction chez Hergé de figures à peine décalquées, quasiment détournées de Benjamin Rabier, notamment des images d'animaux que l'on va retrouver chez Tintin chez les Soviets et Tintin au Congo. On voit par exemple, précédant donc une vache qui rit, des oies, ces oies étant elles-mêmes précédées par un âne, puis par Milou qui est déguisé en tigre. Tout cela fait une sorte de cirque très drôle, qui évidemment sort de chez Benjamin Rabier. Ça n'est pas une copie, ça n'est pas un détournement. Je crois que c'est une manifestation de l'admiration d'Hergé pour Benjamin Rabier. Alors je songe aussi à une autre planche tirée d'un autre album, Tintin au Congo. C'est le dessin d'un serpent qui a avalé un chien, en l'occurrence Milou, et les pattes de Milou crèvent la peau du ventre du serpent, de sorte que nous avons un serpent à pattes, ce qui est quand même très étrange, qui change complètement la nature du serpent. Et ce serpent à pattes vient directement de chez Benjamin Rabier. Si les échos de l'œuvre de Rabier sont innombrables dans celle d'Hergé, cela n'est pas étonnant. Comme des milliers d'enfants,
Hergé a grandi avec les images de celui qui a véritablement initié une nouvelle ère de l'illustration pour la jeunesse. En témoigne cet hommage. Je devais avoir 12 ou 13 ans lorsque quelqu'un, un ami de la famille je suppose, qui savait probablement que je ne cessais de griffonner des petits bonshommes, m'a offert une série de 6 cartes postales en couleur, illustrant la fable, le corbeau et le renard. Et j'ai été immédiatement conquis. Car ces dessins étaient très simples, joyeux et d'une lisibilité parfaite. Des couleurs franches, lumineuses, nettement délimitées par un trait énergique et fermé. C'est ainsi que Benjamin Rabier est devenu, à mes yeux, un maître. Et c'est à coup sûr de cette rencontre que date mon goût pour un dessin clair et simple, un dessin qui soit compris instantanément. Ces 6 cartes postales, je les ai conservées précieusement. Je viens de les contempler une fois de plus, et non sans une certaine émotion. Il y a 60 ans qu'elles me sont apparues pour la première fois, et j'éprouve, toujours pour elles et pour leur créateur, la même admiration. Le succès de l'œuvre de Rabier doit beaucoup à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État qui entraîne l'essor de l'édition laïque. La pédagogie en images devient le credo des éditeurs. Distraire et instruire deviennent les maîtres mots des pédagogues. Alors en 1906, date importante, Benjamin Rabier publie Les Fables de La Fontaine, qui sont en quelque sorte son bâton de maréchal. Lui, dessinateur, a mis tout son talent dans ce livre, et parallèlement, l'éditeur, Talandier, a mis un soin tout particulier à réaliser ce livre. Résultat, un ouvrage magnifique, qui était un livre d'étrenne pendant très longtemps, et qui a été très largement aussi utilisé dans les écoles. Il va en ressentir une immense fierté qui viendra compenser le sentiment d'injustice qu'il a ressenti quand il était enfant. Les Fables de La Fontaine sont un triomphe. Publiées pour la première fois en 1906, elles ne cessent d'être rééditées depuis. Suite à ce succès, les projets se multiplient. Son éditeur lui demande de remettre au goût du jour le roman de Renard, le célèbre ouvrage du Moyen-Âge qui faisait déjà la satire des comportements humains en se servant d'animaux. Rabier s'approprie l'ouvrage et lui apporte encore une fois sa touche de douceur si caractéristique. Viendront bien sûr les abécédaires, manuels d'arithmétique ou de lecture, les plumiers, bons points, jeux de loi, des calcomanies et même de la vaisselle pour le plaisir des petits gourmands. Au quotidien, les enfants de la première moitié du XXe siècle retrouvent l'univers coloré de Rabier décliné indéfiniment. L'illustrateur ne ménage ni ses efforts, ni son imagination. Benjamin Rabier a créé son propre journal qui s'appelait l'histoire comique et naturelle des animaux, qu'il assumait tout seul. Chaque numéro était consacré à un animal différent. Il y avait toute une partie où il était très descriptif, très pédagogue, et toute une partie où il laissait aller sa fantaisie en inventant des histoires à propos de l'animal qu'il avait choisi. L'illustrateur travaille d'arrache-pied dans son atelier de la rue Chasseloup-Lebas. Non loin de là, la Tour Eiffel veille sur lui et lui rappelle chaque soir, après une journée passée à dessiner, qu'il est temps de retrouver sa casquette de fonctionnaire de la ville de Paris. Le jour, il flâne parfois dans les parcs parisiens où les enfants tirent des petits animaux en bois qu'il a conçus. C'est aussi pour Benjamin Rabier l'occasion d'emmener ses enfants. Benjamin, né en 1895, et Suzanne, née en 1897, voir les animaux de la ménagerie de Paris. Il en profite pour faire des croquis. Quand il dessinait un animal, il voulait qu'il soit extrêmement ressemblant. Rabier a beaucoup fréquenté les zoos, le jardin des plantes.
Il voulait vraiment un dessin très très précis. Donc en ça, sans doute, il a fait œuvre de zoologue, puisqu'il a traduit ce désir de pédagogie dans les Fables de La Fontaine, bien sûr, dans le Buffon illustré aussi. Buffon, nommé intendant du Jardin des Plantes en 1739, transforme ce cabinet d'histoire naturelle du roi en centre de recherche et en musée, et entreprend de tracer le tableau de la nature entière dans un corpus de 36 volumes de sciences naturelles, largement illustrés. Cette œuvre majeure l'occupera toute sa vie, et lorsque Benjamin Rabier se voit proposer de l'adapter, il prend cela comme un nouveau défi. La rigueur scientifique, l'aspect didactique de l'ouvrage sont à la hauteur de ses ambitions. Il consacrera 3 ans à cette entreprise colossale, plus concentrée que jamais. Rabier trouve aussi l'inspiration dans sa maison de campagne de Ly, dans l'Indre. Avec sa femme Sophie, qu'il a épousée en 1894, il fait construire dès 1900 la Villa Rabier, un havre de paix où il se rend dès que possible pour couper du rythme intense de son travail à la capitale. Il aime faire de longues marches en famille, dans la nature, et la maison, le village, ses environs, serviront de décor dans plusieurs de ses albums. Mais peu à peu, le vertige le prend. Benjamin Rabier a l'étrange sentiment de vivre au cœur de l'univers qu'il a créé. La fiction envahit peu à peu la réalité. Benjamin travaille beaucoup. Il travaille trop. Ses créatures le dépassent. Le Buffon illustré est une entreprise titanesque. Le monde auquel il donne vie ne lui laisse pas de repli. C'est un foisonnement permanent. Ces créatures le harcèlent. Manipulateur, à son tour manipulé. C'est le monde à l'envers. Benjamin Rabier perd la tête. Serait-ce une maladie? Une maladie rare? Une malédiction propre à tous les dessinateurs pour enfants? Les symptômes se révéleront les mêmes quelques années plus tard chez Walt Disney, et Hergé lui-même n'y échappera pas. L'artiste est dépassé par ses créatures. On lui diagnostique des troubles cérébraux dus au surmenage intellectuel. Ses nombreuses années de double travail ont eu raison de sa résistance, et il est contraint de lever le pied. Benjamin Rabier va alors faire un choix. Il pense que désormais sa situation sociale et financière lui permet de vivre sans salaire fixe. Et il quitte son poste d'inspecteur aux Halles en 1910. À 46 ans, il peut désormais se dévouer totalement à son œuvre qui le réclamait. S'ouvre alors une période heureuse de sa vie. La famille s'agrandit en 1911 avec la naissance de leur dernière fille, Simone, par un été très chaud. La vie est douce. Il passe plus de temps à la campagne, ses enfants grandissent au bord de l'eau, et les 2 albums qui sortent ces années-là, Scènes comiques dans la forêt et Azor et Mistigris, se situent eux aussi dans ce décor bucolique. Benjamin Rabier s'adonne même à une nouvelle passion. Son goût pour la lecture de romans policiers et de faits divers le pousse à écrire des pièces de théâtre. À l'époque, le théâtre de boulevard domine les soirées parisiennes. Le public découvre ou redécouvre Labiche, Courteline et Feydeau. Sa première pièce, Le Château des Loufoques, est une comédie qui reçoit un accueil favorable de la critique. On y voit des chiens, des chats, des lapins, des souris, voire un éléphant bien dressé, dont les pieds de derrière ne s'accordent pas toujours avec ceux de devant. Rabier écrira près d'une vingtaine de pièces jusque dans les années 30. Ma veuve s'amuse, Je marie ma femme, Le gigolo surmené. Benjamin Rabier écrit des histoires de mari, d'amants et de jeux de société pour adultes. Mais si ces pièces de théâtre dépeignent des personnages aux mœurs légères, Benjamin Rabier, lui, est absolument fidèle et respectueux envers sa femme Sophie qu'il adore
et auprès de qui il vivra jusqu'à ses derniers instants. Benjamin Rabier termine Le Buffon illustré en 1913, un volume de 453 pages relié en toile rouge qui reçoit un accueil enthousiaste. Cette période faste arrive à son paroxysme lorsqu'il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Rabier voudrait que la vie dure toujours ainsi. La Première Guerre mondiale va venir bouleverser cet aimable plan de carrière. Avec la Première Guerre mondiale, c'est le retour d'Anastasie et ses gros ciseaux, alias la censure. Aucun journal n'est épargné. L'état de siège donne aux autorités militaires le droit de suspendre ou d'interdire toute publication périodique. On contrôle surtout qu'aucune information propice à l'ennemi ou qu'aucun passage à caractère défaitiste ne soit publié. Réduction de l'approvisionnement en pâte à papier, pénurie de main-d'œuvre, les temps sont durs pour la presse, malgré la demande des lecteurs chaque jour plus avides d'informations sur cette guerre qui n'en finit pas. Benjamin Rabier reprend du service pour le Pêle-Mêle dès sa reparution en mai 1915. Il collabore à La Baïonnette, un nouveau titre qui tente de s'affranchir de la propagande officielle, comme le récent Canard enchaîné. On sollicite aussi Rabier pour créer l'emblème qui ornera les avions de l'escadrille SAL-39, dans laquelle officie le jeune écrivain Joseph Kessel. On le voit ici posant devant son avion. En arrière-plan, on aperçoit le lapin va-t-en-guerre, un lapin jouant au clairon dans un cercle à fond rouge. Plus tard, cet emblème militaire deviendra le logo des biscuits Gringoire. À l'égal des héros du moment, tels les pieds nickelés de Forton ou Bécassine de Pinchon, Rabier enrôle ces animaux au service de la France et retrouve leur symbolique nationaliste. Le coq gaulois, l'ours russe et le léopard anglais s'esclaffent devant l'aigle prussien. Et c'est encore avec un petit animal que Benjamin Rabier parviendra à faire sourire une nation abattue par la Grande Guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, Benjamin Rabier, comme l'ensemble des dessinateurs, est réquisitionné pour participer à l'effort de guerre. Alors il va dessiner des affiches de propagande, beaucoup de choses, et notamment il va créer le personnage de Flambeau, le chien héros de la guerre, qui réalise des exploits. Donc c'est une leçon de patriotisme à destination des enfants. Et c'est un album que Rabier va beaucoup soigner parce qu'il a du temps. Il travaille peu pendant la guerre. Et il va donc mettre beaucoup de son temps et de son talent dans ce personnage. Flambeau, de condition modeste, n'a pas peur d'aller au front en position d'éclaireur. Son nom, celui d'un journal de guerre lancé en 1915, est déjà tout un programme. Il enchaîne des actes héroïques où les ennemis allemands sont tournés en ridicule. Flambeau devient l'archétype du poilu. Et par une conjonction historique étonnante, le courageux chien Flambeau, non content de remonter le moral des troupes, se retrouve au cœur d'une formidable avancée de l'histoire de l'art. Car grâce à la toute nouvelle invention d'Émile Cole, le dessin animé, Rabier va insuffler une vie nouvelle à son héros et le duo va ainsi être à l'origine d'un genre inédit qui sera plébiscité par des générations d'enfants. On trouve déjà dans les dessins de Rabier un sens du rythme et du mouvement, un goût naturel pour la magie des spectacles d'ombre chinoise comme il a eu la chance d'en voir au cabaret du Chat Noir à Montmartre. Une fascination pour le cinéma lorsqu'il crée des affiches comme ici, pour le film de Max Linder, L'âne jaloux, mais aussi lorsqu'il fabrique ses vues pour Lanterne magique. Grâce à la technique d'Émile Cole, il a enfin l'occasion d'adapter ses multiples talents à ce nouveau moyen d'expression.
Benjamin Rabier installe donc dans son atelier une caméra banc-titre bricolée sur une table de salon qu'il utilise pour faire ses premiers dessins animés avec le concours d'Émile Cole. Les deux innovateurs trouvent un producteur qui croit comme eux que Flambeau est le personnage idéal à animer. René Navarre va devenir le producteur en septembre 1916 de Benjamin Rabier et d'Émile Cole. Alors évidemment, quand on prononce le nom de Navarre, il y a immédiatement la figure de Fantomas qui apparaît, puisqu'il l'a incarné pendant longtemps. Il a eu une audace extraordinaire que d'imaginer produire justement des dessins animés. C'est lui qui suggère à Benjamin Rabier comme le dit d'ailleurs Benjamin Rabier de façon très drôle, de se faire ciné-craber. Alors ça, il faut comprendre ce que c'est, parce qu'à l'époque, les crabes, c'est de l'argot pour désigner les comédiens. Et donc, il s'agit de filmer Benjamin Rabier en tant que dessinateur et de le mettre en scène au début de chacun des épisodes pour qu'on le voit agir. Ensuite, ces dessins échappent au crayon et puis deviennent le film. C'est donc à Fantomas que l'on doit ces rares images de Benjamin Rabier, les seules qui ont survécu. Et c'est avec émotion que l'on peut apprécier la douceur du regard de l'illustrateur, la timidité qui se dégage de ces images uniques, une certaine humilité. Quatre films sont nés de la collaboration de Rabier et Cole en 1916 et 1917, avec Flambeau comme protagoniste. Mais ces films ont malheureusement disparu, comme beaucoup de ses autres dessins animés. C'est sans doute cette rareté qui a laissé l'œuvre animée de Benjamin Rabier si méconnue et sa contribution à l'évolution de ce genre sous-estimé. Il reste cependant de précieux documents qui permettent d'entrevoir le travail novateur de ces pionniers du cinéma d'animation. Bien que le film ait complètement disparu, quand on découvre ces 8 feuilles-là, on se fait une idée quasiment parfaite du récit comique que véhiculaient les fiançailles de Flambeau. Chacune des 8 feuilles est un petit fragment de ce récit. Donc on est dans une anticipation, en réalité, de ce qu'on appelle aujourd'hui le storyboard. Et je pense que Cole et Rabier inventent au fur et à mesure ça, évidemment. Ce dessin animé, retrouvé très récemment par miracle, est sans doute l'unique exemplaire témoignant de la collaboration de Rabier avec Émile Cole, relique des rares instants de joie qu'a dû vivre le dessinateur au cœur des années noires de la guerre. Car l'année 1917 est marquée par le drame. Alors que la guerre est toujours plus dévastatrice, la tuberculose qui emporte Benjamin, l'aîné du couple Rabier, les laisse abasourdis. Meurtri par le chagrin, il décide de vendre la maison de Lee. Trop de souvenirs s'y bousculent. Plusieurs mois s'écoulent avant que Rabier ne reprenne contact avec Émile Cole. Mais en 1918, les productions de Navarre sont en perdition et la paix revenue, Cole souhaite continuer sa carrière de réalisateur de son côté. Rabier veut exorciser sa peine, il décide de prolonger seul l'aventure du dessin animé. Il en réalise une dizaine jusqu'au milieu des années 20. Cette période tourmentée est paradoxalement une des plus fécondes de sa carrière. Animaux au contour humain, graphisme lisible, récit qui revisite les grands classiques de la littérature enfantine. Comment ne pas voir dans son œuvre les prémices de la fantasmagorie mondialisée de Walt Disney?
Benjamin Rabier a eu très tôt l'intuition de ce qui est encore aujourd'hui plébiscité par les enfants. Et une autre de ses créations va également connaître un destin historique. L'époque interdit le défaitisme ? Qu'à cela ne tienne, Benjamin Rabier sait faire rire les animaux. Il dessine pour le service de ravitaillement en viande fraîche des sections automobiles de l'armée, la RVF, une jolie tête de vache à la demande d'une de ses anciennes connaissances du marché des Halles. Coup de génie! Cet emblème qui affiche un optimisme débordant va bientôt passer à la postérité. Cette vache hilare est d'abord reprise en 1919 pour illustrer la partition de Foxtrot, intitulée de façon satirique « La Washkiri », en référence à la Valkyrie de Wagner. Et c'est quelques années plus tard, en 1923, que Léon Bell, responsable de la fromagerie fondée par son père, se souvient de l'emblème des autobus RVF. Léon Bell francise le nom de Washkiri et demande à Rabier de lui ajouter des boucles d'oreilles en forme d'emballage. La Vashkiri est née. Si l'on regarde cette boucle d'oreille attentivement, la Vashkiri se reproduit à l'infini. Cette mise en abîme rajoute une touche de diablerie comme une dimension métaphysique au dessin. La Vashkiri connaît d'innombrables déclinaisons publicitaires, elle s'accorde au goût des pays qui l'adoptent. Elle est aussi parodiée. Elle devient l'une des icônes les plus connues dans le monde avec le bibendum Michelin de l'illustrateur Marius Rossillon, dit Au Galop, un ami de Benjamin Rabier. Alors que l'insouciance des années 20 berce la capitale, Benjamin Rabier peut mesurer le chemin parcouru et l'ascension sociale du gamin mal nourri des Buttes-Chaumont, devenu l'illustrateur vedette, décoré de la Légion d'honneur, qui fait son entrée dans le Larousse universel en 1923. Son ami peintre vendéen, André Astoul, lui propose d'effectuer son portrait. Benjamin Rabier lui répond « C'est ça, faites mon portrait, ça fera plaisir aux miens. Et surtout, n'oubliez pas mes verrues, je les compterai. Et si vous me faites souriant, que ce ne soit pas en joli cœur, mais comme une vache qui rit. » C'est à cette époque que sa fille Suzanne et son mari Louis Huguet font l'acquisition de la propriété du Breuil, à Faverolles. Benjamin Rabier y passera de nombreuses vacances et des jours de détente heureuse en compagnie de ses petits-enfants. Ne restant jamais bien longtemps inactif, il construira pour eux des petites maisons dans le parc de la propriété. L'une d'entre elles sera baptisée le Chat Noir, un hommage au spectacle d'ombre chinoise de ce cabaret de Montmartre et au milieu artistique de la Belle Époque. Et c'est peut-être là, sous les arbres du jardin, qu'il pense pour la première fois à un personnage appelé à une grande notoriété. Gédéon. Il sera le fleuron de sa carrière. Gédéon, c'est le vilain petit canard. Il est différent, il a un long cou, il est donc différent des autres canards, et c'est seulement quand il aura réalisé des exploits qu'il pourra être intégré dans la grande communauté de la basse-cour et faire oublier sa différence. Et ça, c'est une préoccupation, une morale qu'on retrouve très souvent chez Benjamin Rabier. Gédéon, il vole, il nage et il marche, ce qui permet de multiplier les situations. Il vit dans une basse-cour, ce qui permet à Rabier de faire le parallèle entre la basse-cour et la société humaine. Bref, c'est un choix très malin de la part de Benjamin Rabier. Et ça va se concrétiser par un succès considérable. Il y aura plus de 20 albums de Gédéon qui va devenir un personnage emblématique de la création de Benjamin Rabier. Grâce à son courage, Gédéon devient au fil des albums le justicier de la basse-cour. Sa personnalité s'affine au fil des albums et prend une place centrale dans la société des animaux. Il finit toujours par éliminer le loup et le renard, prédateurs de sa ferme natale. Au début des années 30, Rabier est inquiet de la tournure des événements. La montée des totalitarismes va donner à son personnage des préoccupations philosophiques, sociales ou politiques.
Alors qu'Hitler devient chancelier d'Allemagne, Gédéon tente une traversée vers le Nouveau Monde. Mais il revient déçu et dénonce la politique isolationniste des États-Unis. « Fuyons l'égoïsme et le cynisme », s'exclame Gédéon dans l'album « Gédéon traverse l'Atlantique ». Le dernier album est une profession de foi. Le ton de Benjamin Rabier devient grave. Gédéon est soucieux. Il trouve que tout va mal. Les animaux ne s'entendent pas, les forts persécutent les faibles. Témoins affligés et indignés de la résignation de trop d'animaux, il voudrait les voir enfin réagir. Benjamin et Sophie Rabier passent l'été 1939 chez leur fille et leur gendre. C'est là qu'ils apprennent la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, le 3 septembre. Rabier est très fatigué. Son état de santé empire rapidement. Il décède le mardi 10 octobre. Il est enterré dans le petit cimetière de Faverolles. Benjamin Rabier a vécu enfant la terrible répression de la Commune. Il a été témoin de l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Il s'éteint avant que l'humanité ne donne à nouveau raison à ces personnages qui n'ont eu de cesse de condamner la folie humaine. L'histoire des animaux de Rabier commence en 1900 avec un chien hilar et s'achève en 1939 avec le canard Gédéon, soucieux du monde à venir. De la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale, il témoigne de 40 ans d'un style identifiable entre tous. Il défie les modes et le temps. Il a inoculé un virus extrêmement vivifiant et actif à plusieurs générations de dessinateurs.